Monsieur le Président, dans un souci de continuité lié à la trame narrative présentée aux citoyens canadiens depuis l'amorce de mon mandat, il y a de cela près de 3 ans, en fait presque jour pour jour, j'aborderai le sujet à l'étude sous un angle favorisant la mise en relief des bastions identitaires associés à la prestation de services éducatifs adaptés aux réalités propres à la jeunesse des Premières Nations. Vous voyez, Monsieur le Président, bastion identitaire, en fait, c'est une notion que j'ai déjà abordée par le passé et je pense que c'est le nerf de la guerre avec le projet de loi qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'éducation des Premières Nations, en fait, lorsque l'on parle d'émancipation et de gouvernance des Premières Nations, je pense que le premier bastion est en fait l'éducation, puisque l'élévation intellectuelle et que le développement économique est étroitement lié à l'émancipation des peuples, est étroitement lié à l'éducation. Donc, c'est une matière hautement identitaire et c'est sur ces concepts que je vais tabler aujourd'hui devant vous. D'entrée de jeu, il importe d'insister sur la nécessité d'élaborer un argumentaire et une approche de terrain faisant abstraction des manœuvres électoralistes appartenant à une démarche politique surannée, responsable du désintéressement et de la distanciation citoyenne du processus d'édiction des politiques publiques. Lorsque je parlais des bastions identitaires, Monsieur le Président, il faut comprendre que l'implication des acteurs de première ligne et des membres des Premières Nations est ici essentielle et c'est également une des notions que j'avais abordées ici hier lors de la présentation du projet de loi et lors de la formulation de mes recommandations pour mes collègues, je me suis assuré de passer le message suivant. Il va falloir, lors des manifestations, lors des rassemblements qui vont s'observer au cours des prochains mois, il va y en avoir d'envergure. Donc, je vous annonce déjà un scoop. Il va y avoir des rassemblements et des manifestations d'envergure au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et j'ai invité mes collègues à se distancer ou à tout le moins à se montrer assez discrets, puisque la reprise à titre d'éléments électoralistes et la reprise à titre purement utilitaire des matières contentieuses et des matières identitaires aborigènes est perçue d'un œil cynique en 2014 par les citoyens canadiens, mais également par l'ensemble des membres des Premières Nations, Monsieur le Président. De là, une insistance sur le travail de terrain et j'ai invité mes collègues à d'abord et avant tout à rejoindre les communautés qui sont situées dans leur propre circonscription et faire un travail grassroots, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président, plutôt que de tenter de s'accaparer le microphone et les caméras, comme on l'a déjà vu par le passé. Ces méthodes-là, par la force des choses, ont été appliquées par d'autres partis et par une élite politique qui appartient au passé. Et je pense qu'en 2014, il faut que véritablement le pouvoir soit remis entre les mains des membres des Premières Nations, puisque ce sont des matières qui leur importent à l'heure actuelle. Et c'est là où le bas blesse avec ce projet de loi, Monsieur le Président. Je vais élaborer un peu plus au cours des prochaines minutes, mais je vous dirais que leur implication s'est faite tout de même discrète lors de la rédaction et l'implémentation de ce projet de loi-là. Donc, il va falloir que ça soit modifié dans le futur. Partant de ces observations, la position néo-démocrate est à l'effet d'une mise en place d'un système d'éducation culturellement pertinent, donc avec l'implication des gens concernés, efficace pour les élèves, les éducateurs et les collectivités. Cet idéal ne sera atteint qu'en préconisant une approche plaçant les membres des collectivités à l'avant-plan. Le rôle de l'État canadien se limitant à collaborer pleinement avec ceux qui veulent qu'un système moderne soit créé. À cet effet, les néo-démocrates conçoivent l'élaboration des normes d'éducation de concert avec les éducateurs des Premières Nations et à leur initiative à titre d'impératif afin que cet objectif soit atteint. Nous reconnaissons qu'il doit exister des normes, mais celles-ci ne devraient pas être imposées par Ottawa et il se peut que les normes provinciales ne conviennent pas aux besoins des collectivités. Maintenant, Monsieur le Président, le premier élément qui démontrerait le caractère progressiste des démarches mises de l'avant, c'est la reconnaissance du sous-financement chronique qui affecte l'éducation des Premières Nations. Et encore là, c'est là où le bas blesse, Monsieur le Président. Il y a eu une reconnaissance tacite au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois par ce gouvernement, lorsqu'ils ont annoncé l'injection massive de fonds qui débuterait en 2016, en 2017, au calendrier grec. Bref, il y a eu des montants qui ont été annoncés, des montants d'envergure. Donc, il y a eu une certaine reconnaissance tacite du caractère de sous-financement, ce qui avait été nié par les gouvernements successifs jusqu'ici. Maintenant, Monsieur le Président,
il va falloir également qu'il y ait une recherche de l'assentiment des Premières Nations, des membres des Premières Nations, avant de procéder à l'édiction de politiques publiques qui visent, entre autres, à contrôler et à régir et à mettre en boîte les membres des Premières Nations. Donc, c'est là où je reprendrai tout à l'heure, Monsieur le Président. Je vous souhaite une bonne période de midi. L'honorable député de Manicouagan. Merci, Monsieur le Président. Donc, reprenons où nous en étions il y a déjà quelques minutes de ça. Monsieur le Président, suivant l'étude du projet de loi C-33 et suivant également l'étude avec mes collègues et suivant la rencontre qui est intervenue il y a déjà 2 jours de ça avec les représentants de la PTN et de l'Assemblée des Premières Nations, une rencontre qui s'est déroulée au bureau du chef de l'opposition. J'ai insisté auprès de mes collègues sur la nécessité de se tenir à retrait lors du déploiement des mesures assertives par les Premières Nations qui désirent se faire entendre et qui vont fort probablement se mobiliser dans les prochaines semaines et dans les prochains mois face à cette ébauche de projet de loi qui porte sur l'éducation des Premières Nations. Je dis se tenir en retrait pour ne pas faire de capital politique, Monsieur le Président, parce que trop souvent, ce que j'ai remarqué au cours de mes dernières années ici en cette Chambre et lors des rassemblements publics, c'est que certains politiciens, tous partis confondus, tentent le plus souvent de retirer un certain capital politique de ces événements et compte tenu de la matière hautement identitaire qui est touchée par ce projet de loi, à savoir l'éducation des Premières Nations. Et il faut demeurer conséquent, la raison pour laquelle ce sont les membres des Premières Nations qui se doivent d'être à l'avant-plan et qui se doivent de mettre de l'avant leurs mesures assertives et qui se doivent de mettre de l'avant leur propre argumentaire et leurs propres éléments qu'ils doivent faire primer au final, Monsieur le Président. Donc, dans un même souffle, Monsieur le Président, il est essentiel de reconnaître le caractère de sous-financement chronique ayant affecté la qualité de l'éducation par la force des choses telle qu'elle est prodiguée auprès des communautés éloignées, les communautés des Premières Nations. Contrairement à ce qui a été affirmé, Monsieur le Président, c'est véritablement le sous-financement chronique qui a affecté la prestation de services éducatifs dans des territoires éloignés pour la plupart, contrairement à ce qui a été indiqué et contrairement à ce que ce projet de loi tente de démontrer, Monsieur le Président, à mots semi-couverts, à l'effet qu'il y aurait du laxisme et que la surveillance et que le maintien de la qualité de l'enseignement repose sur les épaules des Premières Nations et qu'ils sont les seuls tributaires de leur propre laxisme en matière d'intégration et en matière d'application de principes reconnus en matière d'éducation. Je vous dirais, Monsieur le Président, que ce que les statistiques et ce que les interventions démontrent, c'est que le caractère de sous-financement chronique a été le principal acteur dans l'adversité telle qu'elle s'observe dans les communautés. Mon chef indiquait que ce sous-financement s'observe à la hauteur de 35 %. Donc, 35 % de financement moindre que ce qui peut être appréciable à l'ensemble de la population canadienne. Donc, par la force des choses, les membres et le personnel enseignant, les directeurs et le personnel des Premières Nations qui veillent à l'enseignement ont dû composer avec un financement qui est moindre et avec des conditions adversariales. Et donc, le simple fait aujourd'hui que même moi je sois présent ici et qu'il y ait une montée sur le plan de l'éducation dans les communautés, ça témoigne bien de la résilience qui est propre aux membres des Premières Nations, Monsieur le Président. Donc, il faut également insister sur la recherche de l'assentiment et l'adhésion des membres des collectivités dans le cadre de l'édiction des politiques publiques, ce qui n'a pas été fait ou fait à un moindre degré, Monsieur le Président, avec ce projet de loi, mais bien d'autres également. On sait que les conservateurs, c'est que mes très courtes années ici en cette Chambre ont démontré, c'est que les conservateurs ont une vision assez réduite du concept de consultation et de recherche de l'assentiment, raison pour laquelle, encore ici, les membres des Premières Nations, les principaux acteurs n'ont été que plus ou moins impliqués. En fait, le degré d'implication reste encore nébuleux aujourd'hui, mais ce que la PNQL nous indiquait, c'est qu'ils n'ont pas été mis à contribution et que la grande majorité des membres des Premières Nations abondent dans le même sens. Monsieur le Président, ils n'ont pas été mis à contribution, ce qui est hautement déplorable, considérant entre autres la nature du sujet à l'étude, à savoir une matière hautement identitaire, pour reprendre toujours la matière identitaire, la matière étant l'éducation des Premières Nations, qui ultimement va mener à l'autodétermination
l'autodétermination tel qu'il est reconnu et est un principe de base dans notre système de justice, dans notre système parlementaire également. L'autodétermination des peuples, Monsieur le Président, passe obligatoirement par l'affranchissement via l'éducation. Et de là, l'implication nécessaire des acteurs de première ligne lors de l'édiction et lors de l'ébauche de ces projets de loi bien précis, Monsieur le Président. Il importe de garder à l'esprit que l'honneur de la couronne et la responsabilité de l'État sont indissociables des mesures s'inscrivant dans l'édiction de politiques publiques interférant avec les domaines de quiddité indienne. Les domaines identitaires, quiddité indienne, ce sont des synonymes, bien qu'il y a des différences, parce que quiddité s'est appliqué surtout dans le domaine judiciaire, dans le domaine du droit autochtone, entre guillemets, Monsieur le Président. Mais l'éducation, selon ma propre perception, je pense que c'est partagé avec par plusieurs juristes ici au pays, l'éducation des Premières Nations est couverte également par la relation fiduciaire qui doit s'observer entre la Couronne et les Premières Nations. Et donc, de tenter de transposer tout l'odieux de résultats questionnables au niveau de l'éducation des communautés, de tenter de transposer tout l'odieux de cette situation sur le dos des enseignants et sur le dos des Premières Nations, eh bien, c'est bien mal interprété, bien malvenu, Monsieur le Président, parce que le Canada est actuellement exposé sur le plan international, raison pour laquelle les représentants et les vérificateurs et les rapporteurs de l'ONU se sont déplacés au pays au cours de la dernière année et des 2 dernières années. C'est que cette réputation-là s'est rendue jusqu'à l'étranger et des Européens, qui sont tout de même qualifiés en la matière, ont décidé de venir jeter un œil sur la situation telle qu'elle est vécue au niveau de l'éducation, mais également du logement et de l'alimentation, Monsieur le Président. Pour avoir rencontré 2 de ces rapporteurs, je vous dirais que la cote du Canada est en chute libre au niveau des droits humains un peu partout sur la planète, mais ça fait partie d'un autre débat. Et donc, lorsque l'on parle de l'éducation, c'est couvert par cette relation fiduciaire et l'État, l'honneur de la Couronne, l'honneur de l'État canadien est impliqué à chaque fois que des situations déplorables sont mises au goût du jour. Regardez, je me suis déplacé encore il y a à peine 4 ou 5 ou 6 jours de ça, j'étais à Pakwashipi, dans une communauté qui mentionnait encore là que l'adaptation était nécessaire, l'adaptation au niveau de l'éducation, et compte tenu de la distance et compte tenu de l'éloignement, mais également compte tenu des subtilités culturelles qui sont propres aux communautés aborigènes, communautés Innu, dans ce cas-ci, et la raison pour laquelle les enseignants ont dû, par la force des choses, s'adapter, et quelquefois les enfants sont tout simplement amenés en forêt parce que la forêt est à proximité, et c'est culturellement pertinent, et ça s'inscrit dans le cycle nomadique, ça s'inscrit dans le cycle de vie propre à ces communautés. Donc, il y a des ajustements à faire, et l'État canadien se doit de prendre en compte ces particularités lorsqu'il y a de l'ébauche et lorsque de tels projets de loi et lorsque de telles réformes sont mises de l'avant. Il doit y avoir une réelle implication des acteurs du milieu. Autrement, ça demeure une coquille vide, Monsieur le Président. Et dans ce cas-ci, j'irai même plus loin, je dirais qu'on fait face à du directivisme ici. Je vais y revenir plus tard, mais la lettre même du projet de loi qui est soumis à notre attention aujourd'hui fait preuve de cette volonté de contrôle et cette volonté d'intervention qui est le plus souvent sélective. On tente, le gouvernement conservateur dans ce cas-ci tente d'intervenir de façon sélective dans les éléments qui pourraient jeter une lumière qui est défavorable sur le plan international, et donc sur le plan de l'éducation, compte tenu qu'ils étaient exposés, que ce gouvernement est exposé, eh bien, ils tentent de façon drastique d'intervenir, un peu comme ils l'ont fait dans bien d'autres domaines, Monsieur le Président, au cours des dernières années. J'ai été à même de jauger de cette volonté d'intervention cherry picking. Ils vont intervenir dans des dossiers qui les exposent et avec lesquels ils sont plus ou moins confortables. Conséquemment, l'outil législatif soumis à l'attention de cette Chambre se devait de faire état des obligations et des responsabilités du gouvernement fédéral en matière de fourniture de services d'éducation dans les réserves, plutôt que de tenter d'exonérer l'État de ses obligations en transposant l'odieux des conséquences du sous-financement chronique des institutions d'enseignement sur le compte de l'administration locale des établissements. La trame narrative qui nous a été présentée jusqu'ici, Monsieur le Président, par les intervenants, le plus souvent les intervenants conservateurs, est à l'effet que les communautés, que les intervenants sont responsables de la qualité de l'enseignement, alors même que le sous-financement chronique est maintenant chiffré. Je vous le disais, le sous-financement chronique qui se calcule et qui s'observe à un taux de 35 %, Monsieur le Président.
mon patron qui me l'a dit, qui l'a annoncé, donc le chef de l'opposition officielle. Je le souligne au passage, Monsieur le Président, le gouvernement du Canada est responsable en vertu de 91-24 de la loi constitutionnelle, tout de même la première brique dans notre établissement, des Indiens et des terres réservées pour les Indiens, qui doivent fournir l'éducation de la maternelle à la 12e année sur les réserves et qu'ils prévoient des mesures pour l'éducation post-secondaire. Ça implique nécessairement, Monsieur le Président, l'injection de fonds là où c'est essentiel. Et jusqu'ici, c'est là où toute cette dynamique-là a été le plus exposée, Monsieur le Président. Il y a eu une reconnaissance tacite à mots voilés lorsque, dans un grand battage médiatique, le ministre des Affaires indiennes est sorti assez dernièrement à l'effet qu'il y aurait une injection massive de fonds qui s'observerait en 2016 ou en 2017 et des fonds qui devraient être administrés et injectés parce que le besoin est criant en ce moment même, Monsieur le Président, pas en 2016. Mais c'est tout de même une avancée, il faut le concéder, il y a eu une avancée. Cette reconnaissance-là n'avait pas été faite jusqu'à maintenant et le gouvernement s'est donc avancé et a indiqué que si on doit investir 2,4 milliards, je pense à mon souvenir, 2,4 milliards en 2016, c'est donc que le sous-financement est appréciable à l'heure actuelle. Allez savoir où il va piger ses montants maintenant, mais ça ne dépend pas de moi. L'interventionnisme sélectif et la tangente punitive caractérisant les initiatives du gouvernement conservateur illustrent bien l'inadéquation de l'approche directiviste en matière de prestation de services aux citoyens et de rencontre des obligations étatiques liées aux droits fondamentaux. Quand je parlais tangente punitive, interventionnisme sélectif, Monsieur le Président, je suis à même de le constater. Je me déplace dans des communautés qui ont fait valoir leurs droits, qui ont pris position et qui aujourd'hui se voient punis. Monsieur le Président, c'est des punitions. On coupe tout simplement. On estime que le nombre d'élèves ne correspond pas à la liste qui date d'aller savoir quelle époque et en raison, on va couper 460 000 $ dans votre budget pour une communauté qui est éloignée. C'est beaucoup sur un budget, Monsieur le Président. Eh bien ça, ce sont des mesures punitives. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui, Monsieur le Président. Maintenant, je vais introduire les manœuvres répétées des conservateurs afin de se délester de leurs obligations et de l'odieux de l'inaction étatique en matière d'éducation de la jeunesse des Premières Nations, en transposant le blâme sur les intervenants locaux qui doivent composer avec des conditions adversariales et des ressources limitées. Je vous dirais, Monsieur le Président, que le gouvernement actuel tente de se délester de ses obligations, pas simplement à l'égard des peuples autochtones, des peuples aborigènes au pays, mais également au niveau de la prestation de services. On a vu avec Post Canada, ils tentent de se délester de leurs obligations. La prestation de services est plus ou moins favorable, est plus ou moins au menu avec ce gouvernement. Et d'ailleurs, ils vont devoir réviser leur position, puisque les élections arrivent à grands pas. Donc, fort probablement que la distribution de candy, si vous me permettez l'expression, va s'observer assez prochainement. Maintenant, je vais vous introduire un alinéa qui a été porté à mon attention et qui appartient à une autre époque. Monsieur le Président. La dernière fois que j'ai été appelé à analyser un article de loi, un article de texte de loi qui se lisait à contrario, ça doit dater d'il y a au moins 13 ans ou presque 14 ans de ça lorsque je suis entré en faculté de droit. Ça appartient à une autre époque, Monsieur le Président, mais croyez-moi, c'est toujours d'actualité parce que l'article 41, alinéa 2 du projet de loi soumis à notre attention aujourd'hui prévoit que le directeur de l'éducation, le directeur de l'école, les enseignants et les autres membres du personnel de l'école sont tenus de prêter à l'administrateur provisoire toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements utiles à l'administration de l'école qui l'exige. En outre, ils sont tenus de respecter toute directive qu'ils donnent relativement à l'administration de l'école. Voilà où ça va blesser, le deuxième alinéa. Ils ne peuvent être poursuivis pour avoir prêté de bonne foi assistance à l'administrateur provisoire, lui avoir fourni des renseignements ou avoir respecté ses directives. Et assez étrangement, cet alinéa est intitulé « Immunité ». Mais sachant pertinemment que les conservateurs donnent souvent un nom contradictoire, en fait, on va parler de la transparence et on va parler du Fair Election Act, mais en vérité, il n'y a rien de très équitable dans tout ça. Eh bien, cet alinéa n'y fait pas exception. Si on lit à contrario, c'est donc dire que
les directeurs de l'éducation, le directeur de l'école, les enseignants, les autres membres du personnel pourront être poursuivis s'ils ne prêtent pas de bonne foi assistance à l'administrateur. Maintenant, reste à voir qu'est-ce que, selon l'appréciation des conservateurs et du ministre, parce qu'au final, je me doute bien que ça va être le ministre qui va être tenu d'apprécier quelle est la bonne foi et quel est le niveau de collaboration qui est appréciable. Donc, ce type de menace-là, à peine voilée, Monsieur le Président, c'est hautement répréhensible. Et les conservateurs, par la force des choses, vont voir qu'il n'y a pas seulement eux qui sont en mesure de mettre de l'avant des menaces comme ça. Ils vont devoir composer avec la chaleur au cours de l'été, Monsieur le Président, et je vous soumets le tout humblement. Qu'est-ce qu'un commentaire?